Et j'appelle peut-être voilà, à venir venez nous rejoindre. Boris Vallaud, voilà. Christophe Clergeau. Bon. Boris Vallaud et Christophe Clergeau qui ont été avec nous, les architectes de ce week-end. Et puis Frédéric Dabi aussi qui va voilà, venir aussi nous présenter. Donc on vous laisse la place. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va enchaîner très rapidement, puisque le programme est chargé et que le temps est compté. Donc, avec Boris, nous allons vous présenter la démarche et le contenu du projet que vous avez reçu par mail ce matin. Mais pour rester fidèle à notre méthode d'ouverture, de confrontation, de regard extérieur, on a demandé à Frédéric Dabi, DG de l'IFOP, de venir nous présenter sa vision des attentes des Français. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour les Français? Est-ce que la crise de la Covid a changé les priorités, le regard, les attentes vis-à-vis des politiques? Donc je donne tout de suite la parole pour 15 minutes à Frédéric et ensuite Boris et moi, nous vous présenterons le projet. À toi. Merci beaucoup, cher Christophe. Bonjour à tous. Merci au Parti socialiste Olivier Faure de m'avoir convié aujourd'hui. Donc j'ai 15 minutes pour vous donner quelques éléments sur l'état de l'opinion publique. Mon propos va se cantonner sur la dimension programmatique. Quelles sont les attentes des Français en termes de préoccupation? Quels enjeux sont-ils perçus comme prioritaires à 7 mois et demi du scrutin présidentiel? L'idée aussi, c'est pas de se contenter que des thématiques, que des enjeux au préalable. Il s'agissait de voir dans quel système de valeurs l'opinion publique inscrit cette pré-campagne, tant on sait que les valeurs ont un rôle majeur. Elles constituent le socle des perceptions, le socle des opinions et sont susceptibles de guider les comportements électoraux. Alors pour parler des valeurs, je vais prendre comme source deux enquêtes IFOP fiduciales pour le JDD menées en avril et au mois de juillet auprès de 3 000 à 5 000 Français, donc des gros échantillons où on avait proposé toute une série de phrases pour essayer de voir quelles étaient les valeurs des Français en cette pré-campagne présidentielle. Les réponses confirment, et je le dis très clairement devant vous, un mouvement large de droitisation du pays avec deux représentations qui émergent et sont partagées massivement. D'abord, l'idée de déclin. Vous le voyez, 3/4 des Français, 61% des sympathisants socialistes considèrent que la France est aujourd'hui en déclin. C'est l'idée de cette France qui tombe, qui est très fortement intériorisée, qui a été renforcée par la période Covid. On se souvient du juin 40 sanitaire avec les errements du gouvernement lors du premier confinement, l'incapacité des laboratoires français à créer un vaccin. Et ce sentiment de déclin, partagé dans toute la population, touche également les institutions ou des pans du pacte républicain. Vous le voyez, 81% des Français ont le sentiment que la justice est trop laxiste, 3/4 d'entre eux que la laïcité est menacée en France, 69% que la France a perdu sa souveraineté. Donc d'abord cette idée de déclin. Deuxièmement, clairement, un sentiment protéiforme d'insécurité. Une majorité forte des Français considèrent qu'on ne se sent en sécurité nulle part. Cette question, on la pose depuis une vingtaine d'années. On n'avait pas eu un score aussi élevé depuis 2002, quelques semaines avant le funeste 21 avril. Mais cette insécurité, elle est également culturelle. L'idée qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Et bien sûr, cette insécurité, elle conduit à des crispations sur l'immigration, sur l'islam. Vous le voyez, une minorité de Français considère que la religion musulmane est compatible avec les valeurs républicaines. On a testé la fameuse phrase tirée du livre de Bernard Stasi, « L'immigration, une chance pour la France », qui rapporterait plus qu'elle ne lui coûte. Un tiers seulement des Français adhèrent à ce point de vue. Alors, le tableau est sombre, mais bien sûr, je dis bien sûr, il doit être nuancé à un triple sujet, un triple dimension. D'abord, le libéralisme culturel. En matière de mœurs, poussé et soutenu par la gauche et le PS depuis une quarantaine d'années, continue à progresser en France. Dans le tableau précédent, 3/4 des Français considéraient que les couples homosexuels avaient le droit de se marier. Les controverses à l'époque de la loi Taubira sont maintenant complètement oubliées. On a même une majorité de Français, 60% au PS, 62% à gauche, qui considèrent qu'après la PMA, il faudrait rendre possible pour les couples de même sexe la GPA. Et deuxième élément de nuance, même sur les questions migratoires, en dépit de la crispation que je pense vous voyez sur le terrain, les Français, j'ose le dire devant vous, sont assez rocardiens.
le regard de 1988, équilibré, sur la France qui ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde et qui devait prendre sa part. On a une majorité de Français favorables à ce que les étrangers puissent voter aux élections municipales. On a, malgré le contexte migratoire et les peurs qui sont entretenues, l'idée que la France doit maintenir sa tradition d'accueil des réfugiés qui touche presque 40% des Français. Et une autre enquête IFOP publiée il y a une quinzaine de jours où on demande si c'est le devoir de la France d'accueillir des réfugiés qui fuient la guerre et la misère est partagée par un Français sur deux. Donc on a une opinion, certes, qui s'est droitisée, mais on doit aller au-delà de ce premier mouvement. Troisième élément de nuance qui n'est pas assez mis en avant, certes, sur les valeurs sociétales, identitaires, le coup de barre à droite est réel, comme il y a une quarantaine d'années, on était sur un coup de barre à gauche, mais il ne faut pas mettre de côté, sur le plan socio-économique, le fait que les attentes des Français restent en adéquation très forte avec une offre programmatique de gauche. Et là, le Covid n'a fait qu'amplifier les choses. Vous le voyez, quand on demande dans un sondage IFOP pour l'humanité du mois de mai dernier des mesures qui pourraient être proposées par un candidat à l'élection présidentielle, on a des scores absolument massifs. 93% des Français qui adhèrent à un plan de réinvestissement dans les services publics, en particulier de santé. Le Covid n'a fait qu'amplifier les choses. J'ai souvenir d'une enquête faite par l'IFOP un an après le mouvement des Gilets jaunes pour Marianne sur qu'est-ce qui mettait en colère les Français. Le premier sujet qui mettait en colère les Français derrière le travail qui payait mal, c'était la situation de grands services publics comme l'hôpital et l'école. Deuxième dimension qui matche bien avec l'ADN du Parti socialiste, la dimension de justice sociale, de justice fiscale. Baisser la TVA sur les produits de la vie courante est absolument plébiscité. De la même manière, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ça reste si je puis dire, un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est moins fort, il faut le dire honnêtement, que pour Nicolas Sarkozy par rapport au bouclier fiscal, mais la transformation de l'ISF en IFI ne passe toujours pas chez une partie très importante des Français. Troisième dimension qui peuvent aussi coller avec une offre programmatique de gauche et socialiste, l'adhésion à des contreparties contrôlées, l'utilisation des aides aux entreprises et les réorienter vers les PME et les TPE. Donc, bien sûr, coup de barre à droite sur le plan des valeurs identitaires, sociétales, mais sur le plan social et économique, clairement, la gauche n'a pas perdu le combat, si je puis dire. Deuxième dimension, on va entrer plus au cœur de notre sujet, quand on s'intéresse aux thèmes, quels sont les thèmes prioritaires au-delà des valeurs, les éléments sur lesquels la tonalité de la campagne se fera, avec un indicateur de l'IFOP posé depuis une trentaine d'années à la fin du mois d'août. Ce qui est très intéressant, c'est seulement la réponse tout à fait prioritaire, pas les autres items. On voit qu'il n'y a pas un enjeu qui écrase les autres, et c'est en décalage avec certains discours sur les chaînes d'information qui mettent toujours en avant les mêmes enjeux. On a même une pluralité d'enjeux et clairement, le Covid n'écrase pas tout puisque l'idée que la lutte contre l'épidémie de Covid est un thème prioritaire recule de 10 points en un an. Pour autant, et vous le voyez, le premier enjeu en score de tout à fait prioritaire, c'est la santé. Mais ça préexistait à la crise du Covid-19. Ça fait depuis septembre 2019, c'est la troisième année de suite que la santé est le premier enjeu pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'avant même le Covid, il y a 2 ans, il y avait la situation de l'hôpital, il y avait l'accès aux soins, le maire de Blois en parlait tout à l'heure, il y avait la grève des urgences. La santé reste un enjeu majeur et le Covid n'a fait qu'amplifier le mouvement. Même chose pour l'éducation, qui de plus en plus devient un enjeu majeur. C'est clairement le reflet de l'inquiétude des Français, le pessimisme de projection que vous voyez dans nos enquêtes, où les Français ne sont pas pessimistes pour eux, mais sont plus pessimistes pour le devenir de leurs enfants, d'où un surinvestissement sur l'école, d'où une déception, et d'où un bilan gouvernemental qui s'est très fortement détérioré. Et puis, vous le voyez, bien sûr, on a les enjeux qui sont plutôt mis en avant fortement dans la sphère médiatique et dans le combat politique, les enjeux sécuritaires, même si, contrairement à l'enquête faite il y a 1 an, c'est la sécurité et la lutte contre le terrorisme qui devancent la lutte contre la délinquance. Ce sont des enjeux réels, mais quand on voit la hiérarchie des enjeux, ce n'est pas l'enjeu majeur. On n'est pas
aujourd'hui, ici et maintenant, sur la campagne 2002, où c'était devenu en fin de campagne, on avait parlé d'une campagne papivoise a posteriori, le premier enjeu sur lequel les Français s'étaient positionnés. Alors, je sais qu'on a passé de temps pour lister l'ensemble de ces enjeux, mais quand on regarde la hiérarchie, alors vous voyez que la réduction de la dette, l'effet du quoi qu'il en coûte est un des derniers enjeux. L'Europe et l'Union européenne est un enjeu très faible, dans un contexte où le 1er janvier, Emmanuel Macron, sans doute candidat, sera aussi président de l'Union européenne. Mais quand on regarde la hiérarchie, il y a une double rupture par rapport à ce que l'on constate traditionnellement. D'abord, alors qu'on nous dit qu'on est dans un contexte de crise économique massive, le chômage et le pouvoir d'achat sont quasiment au même niveau, à 3 points près, avec une progression de 6 points en un an sur le pouvoir d'achat. On n'est pas dans le contexte de crise économique classique où le chômage est en première position et on dit notamment aux salariés pour le pouvoir d'achat, on verra plus tard. Deuxième rupture par rapport à ce que l'on voit classiquement dans ce type de questions, l'environnement, vous le voyez, n'est pas le premier enjeu, mais il est à un niveau extrêmement élevé. Il progresse depuis maintenant 3 ans. Et là aussi, on n'est pas dans le contexte classique où, dans un contexte de crise, l'environnement, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas le sujet majeur. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture, l'environnement ou l'écologie, ça commence à bien faire. Donc, on est sur des enjeux extrêmement pluriels et avec une hiérarchie très inédite. Quand on regarde les premiers enjeux croisés par la proximité partisane, bon, on voit qu'il y a des enjeux qui sont systématiquement cités par toutes les familles politiques, par exemple la santé, même si vous le voyez au Rassemblement national, le premier enjeu reste la sécurité, le terrorisme et également la lutte contre l'immigration clandestine. Ce qui est très intéressant, c'est le regard des sympathisants socialistes. Sur tous les enjeux, ils sont systématiquement, en termes d'attente de sujets prioritaires, supérieurs à la moyenne. Ça reflète pour moi 2 choses, l'envie de débat chez les sympathisants socialistes et aussi l'idée qu'une attente, que le candidat socialiste ou la candidate socialiste propose une offre programmatique complète, pas une offre programmatique hémiplégique qui serait seulement environnementale, comme semble le faire Europe Écologie Les Verts. Donc vous voyez que nous avons des hiérarchies inédites. Alors si je reviens pour clore mon propos, j'ai encore un peu de temps pour clore mon propos sur l'alternative, sur ce que je vous ai dit sur l'environnement. Clairement, malgré la préoccupation très forte des Français sur la question du danger climatique, aujourd'hui, l'environnement n'est pas le premier sujet de préoccupation pour les Français. Il est élevé, il progresse, mais ce n'est pas le premier. Mais il y a très clairement une tendance de fond que l'épisode Covid a très fortement amplifié. Quand de manière un peu artificielle, on demande aux Français la priorité, est-ce que c'est la création d'emplois ou la préservation des ressources naturelles, la lutte pour le climat. Quand il y a encore quelques années, on était sur 2 tiers, 1 tiers en faveur de la création d'emplois. On est maintenant sur des choses complètement équilibrées. On a maintenant depuis quelques années, et le Covid a amplifié les choses. J'imagine que cette enquête qui a été refaite au mois de juillet avec les mêmes chiffres avant cet été meurtrier, si je puis dire, d'un point de vue climatique, ça va encore amplifier les choses. On est sur des enjeux équilibrés et sur la fin d'une bataille d'Hernani, si je puis dire, entre la fin du monde et la fin du mois. Et une fois de plus, on a, ça serait intéressant dans le cadre de cette campagne, un schéma très différent des crises économiques passées où les Français attendent un discours environnemental, n'opposent plus l'emploi et la question environnementale, dans un contexte également, il faut le dire, où le bilan du président sortant n'est pas bon. C'est le seul domaine, l'environnement, avec l'insécurité sur lequel il apparaît sous l'angle, non pas du volontarisme et des résultats, mais d'une véritable inaction. Là aussi, une offre programmatique de gauche a peut-être des choses à montrer. Et puisqu'on est sur des comparaisons, par rapport à la dernière présidentielle, nous avons mis en regard les enjeux majeurs en juillet 2016 et ceux d'août 2021, l'enquête qui vient d'être faite. Vous le voyez, il y a des éléments de rupture, des éléments de continuité, mais quand même des mutations par rapport à la pré-campagne 2016. 2016, lutte contre le terrorisme, il y avait bien sûr, j'ai envie de dire malheureusement, un effet contextuel. Juillet 2016, c'est juste après Nice et Saint-Étienne du Rouvray, mais le chômage était extrêmement haut. Il est nettement moins maintenant. Et quand je vois les 2 thèmes qui arrivent en tête en dehors de la lutte contre le terrorisme, santé, éducation, des enjeux sociétaux sur lesquels la gauche, sur lesquels le PS ont
des choses à dire, alors qu'en 2016, l'éducation était beaucoup plus loin, la santé n'émergeait même pas sur les 8 premiers thèmes. Voilà, j'en ai fini pour ce court propos qui donne un peu des éléments de toile de fond sur les attentes des Français en termes d'enjeux. On voit très bien qu'il y a une pluralité d'enjeux, que le Covid ne fiche pas tout, ne gèle pas tout. On a une hiérarchie avec ces enjeux sur lesquels le PS a des éléments de crédibilité auprès de l'ensemble des Français. Je vous remercie. Bravo. Merci pour la performance, d'avoir été complet dans un temps limité. Et je propose qu'on laisse cette diapo à l'écran parce que vous verrez que la colonne août 21, c'est quasiment les différents chapitres du projet socialiste. Donc je pense qu'on n'est pas en dehors des clous. Alors quelques mots sur ce projet, d'où il vient et sa suite, avant de laisser la parole à Boris pour vous le présenter. Donc Blois, c'est une étape importante puisque vous avez reçu ce projet ce matin. Vous ne l'avez pas encore lu. Et surtout, comme l'a dit Corinne, vous allez en débattre pendant 3 jours. Le fil conducteur de Blois, c'est le débat sur le projet. Et c'est le débat aussi pour continuer à le faire évoluer à Blois et dans les amendements que vous déposerez en section, en fédération, et dont on tiendra compte jusqu'au moment du congrès où le projet évoluera encore. Et il peut y avoir des erreurs dans ce projet. Je donne un exemple dont on s'est rendu compte en écoutant Frédéric. La question du droit de vote des immigrés, des étrangers, pardon, n'est pas dans le texte aujourd'hui. On va le remettre. Donc on a pu passer à côté de certaines choses. Voilà. Et maintenant, on va en débattre. Alors, c'est le premier projet socialiste élaboré depuis 10 ans. À la précédente élection présidentielle, il y avait eu les cahiers de la présidentielle, il n'y avait pas eu de projet socialiste. Et Olivier Faure l'a dit ce matin à la FNESR, il le redira demain, c'est essentiel pour nous qu'il y ait un socle commun qui soit la base à partir de laquelle on aborde l'élection présidentielle. Ce projet, il a été élaboré au fil de 18 mois dans des circonstances exceptionnelles, vous le savez. S'il n'y avait pas eu la Covid, si on avait eu à un moment plus de 3 mois de visibilité sur le temps, on l'aurait fait différemment, on aurait fait des conventions nationales, on aurait pu être beaucoup plus au contact avec vous, aller dans les fédérations beaucoup plus souvent pour avoir une participation militante dans le face-à-face, dans l'interaction plus forte. Ça n'a pas été possible. Mais il y a eu une formidable mobilisation et participation depuis 18 mois. Formidable mobilisation de la direction nationale, du secrétariat national, de toute cette équipe, avec les auditions de la France d'après pilotées par Isabelle Thies-Saint-Jean, et puis tout le travail que nous avons réalisé ces 6 derniers mois. Plus de 300 acteurs de la société civile, des syndicats, des associations rencontrées. Les 6 lives et les 6 cahiers du projet. 30 000 personnes qui ont assisté à au moins un des lives au cours de ces 6 mois. Plus de 3 000 réactions, contributions, remarques qui nous sont parvenues entre janvier et juillet, et la plupart du temps, évidemment, venant de vous. Et au cours de l'été, une fois qu'on a renvoyé les 6 cahiers, vous avez envoyé plus de 300 amendements, remarques, qui sont aussi largement pris en compte dans le texte qui vous a été adressé ce matin. Alors pour terminer, je rappelle juste que c'est le Conseil national de novembre 2020 qui avait décidé de lancer ce travail et le soumettre au vote militant en septembre. Bien sûr, à l'époque, on pensait que le Congrès aurait pu être dans un calendrier différent. Là, ce sera en même temps. Mais l'engagement qui a été pris en novembre 2020, avoir un projet socialiste à partir duquel aborder l'élection présidentielle et le rendez-vous avec les Français, cet engagement, il est tenu. Et si nous sommes la force motrice de la gauche, alors notre responsabilité, c'est de mettre sur la table notre vision, parce que c'est autour de notre vision et de notre projet et de notre candidate que doit se faire le rassemblement de la gauche et la victoire en 2022. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Il fallait être au rendez-vous de septembre. On a beaucoup travaillé, y compris cet été, n'est-ce pas Boris,
pour que ce projet soit disponible. Et je donne la parole maintenant à son maître d'œuvre, Boris Vallaud, qui, depuis de nombreux mois, a coordonné l'ensemble des lives et l'ensemble du travail collectif de la direction. Merci. Merci Christophe, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être là. Je suis heureux de voir qu'on peut faire une rentrée universitaire en présentiel. Il faudra le dire à la ministre sans portefeuille, Madame Vidal. Ça lui donnera l'occasion de parler un peu de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. J'ai donc la charge de vous présenter le projet. Et en effet, il n'est pas inutile de garder affichée la priorité qui sont celles des Françaises et des Français, et qui rentre, je crois, assez en résonance avec le projet tel que nous l'avons construit, tous ensemble, avec évidemment les secrétaires nationaux, mais nourri beaucoup du travail des parlementaires à l'Assemblée nationale, je salue mes collègues, au Sénat, au Parlement européen et dans toutes les collectivités locales dont les socialistes ont la charge depuis de longues années, et parfois seulement depuis de longs mois, à la faveur de victoires électorales. Ce projet, nous l'avons intitulé « Il est temps de vivre mieux ». Et je crois que c'est à dessein que nous avons choisi ce projet, qui est un projet qui s'adresse aux Françaises et aux Français, et pas d'abord à nous-mêmes. Un projet que nous avons construit dans un contexte très particulier. D'abord, avant même la crise que nous venons de traverser, nous pourrons dire que nous traversons un temps de révolution. Un temps de révolution considérable qui transforme nos modèles productifs, qui transforme notre cadre social, économique, qui d'une certaine manière disqualifie tous les schémas et les cadres familiers de la société passée. Il y a évidemment la révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même. Il y a le chaos climatique, la révolution environnementale, qui est aujourd'hui une urgence patente qui se déploie sous nos yeux. Il y a le contexte international, le multilatéralisme qui n'en finit pas de prendre des formes inquiétantes. Il y a des mutations anthropologiques majeures, en particulier dans nos pays, à la faveur du vieillissement de la population. Mais nous sommes surtout au cœur d'une crise considérable avec la Covid, qui marquera longtemps la psyché de notre pays, de nos nations, qui a été pour beaucoup d'entre nous une épreuve, et qui aura surtout été un révélateur. Et nous avons, dans la construction de notre projet, dans la présentation des 6 lives que nous avons faits, été très marqués, sans aucun doute, par la période que nous traversions. Nous avons touché du doigt, en réalité, les limites d'un modèle ou du monde tel qu'il a prévalu jusqu'à présent. Un modèle économique, social, perclus de malfaçon, aux pieds d'argile, menacé par l'injustice et la démesure, et en définitive par la précarité économique, sociale, environnementale, dans laquelle nous a jeté 30 ans d'ère néolibérale. Cette crise, on pourrait dire qu'elle était celle de nos vulnérabilités. Et nous les avons vécues presque dans notre chair. On aura vécu cette crise comme une forme d'ultimatum, avec le témoignage de la violence des inégalités, avec le témoignage des fractures qui traversent le pays. Nous n'avons pas tous été égaux face à la pandémie. Nous avons été les témoins de l'intrication de l'homme et de la nature, de l'urgence climatique. Cette crise, en définitive, nous a donné des leçons considérables et nous a ramenés à l'essentiel. Le primat de la vie et la centralité de l'homme sur toute autre espèce de considération. Cette crise nous aura permis de distinguer, et Frédéric Dabi l'a dit d'une certaine manière, ce qui est important pour nous de ce qui ne l'est pas, et de réorganiser ainsi la hiérarchie de nos valeurs et de nos priorités. Les Français ont dit le rattachement à notre modèle social, le rattachement au service public, à l'État qui protège et qui régule, à la puissance publique contre les abus de pouvoir de la puissance privée, à la juste reconnaissance du travail, en particulier des premiers de corvée, à la lutte contre les formes visibles et invisibles d'inégalité et d'injustice, à la prise en compte de l'utilité sociale, à la lutte déterminée contre toutes les inégalités sociales, environnementales, de santé. Et évidemment, elle nous aura donné des leçons sur le rapport de l'homme à la nature. Et en filigrane, on l'a souvent dit dans nos lives du projet, il y avait derrière cette formule badine que nous avons employée plus souvent qu'à notre tour, « prends soin de toi, prends soin des tiens », plus qu'une formule de politesse, au fond, un nouvel horizon qui se dessinait,
celui d'une société plus attentive à l'autre, plus fraternelle, avec comme objectif principal la pleine santé de tous, c'est-à-dire une société de bien-être physique, psychique, social, si on doit reprendre la terminologie de l'OMS. Troisième élément de contexte, il a largement été évoqué, c'est celui de l'achèvement d'un quinquennat durant lequel nous avons fait l'épreuve de l'opposition. Une opposition acharnée au Sénat, à l'Assemblée nationale, dont j'ai été le témoin, et je veux dire à Valérie Rabault qui n'est pas là, la reconnaissance qui est la nôtre, la mienne, pour sa pugnacité face aux marxistes. C'est aussi un contexte d'année électorale, d'année de congrès, mais pour préparer une échéance décisive pour nous-mêmes, mais d'abord pour les Françaises et pour les Français. Et nous avons le devoir, à nouveau, d'incarner l'espoir, d'être fidèles à ce qui fait notre identité, une certaine idée du progrès, une certaine idée de la fraternité et incarner une alternative au tête-à-tête mortifère et dangereux entre les libéraux d'un côté et les nationalistes de l'autre. Et nous sentons bien que dans l'histoire, c'est toujours la responsabilité des socialistes d'être au rendez-vous de ces grandes échéances. Parce que, n'en doutons pas, l'expérience macroniste aura été une expérience funeste pour notre modèle social, pour nos libertés publiques et pour notre démocratie. Et c'est toujours notre responsabilité que de répondre à la désespérance sociale, que de répondre aux défis inégalitaires, à la crise environnementale aujourd'hui, guidée par l'exigence dont nous ne départissons jamais, qui est l'exigence de justice. Voilà pourquoi nous avons construit un projet prenant appui sur tout cela. Un projet que nous avons conçu comme un projet pour vivre mieux ensemble, qui s'adresse aux Françaises et aux Français qui n'ont que leur travail pour vivre, qui parfois n'en ont pas, et quand ils en ont un, ne vivent pas toujours dignement. C'est un projet, et je veux le dire, qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui subissent l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Pérec, à ceux qui ont des vies dures, des vies parfois invivables, à ces Françaises et ces Français, premiers de corvée sur lesquels nous avons pu compter et qui ont tenu le pays debout. C'est un projet pour les Français, pour les classes populaires, pour ceux qui attendent que l'on fasse de la politique pour tous, et pas seulement, comme l'a fait Emmanuel Macron, pour quelques-uns. Et je dirais, parce qu'il est toujours bien de citer Blum et Jaurès, que c'est un projet que nous avons conçu à l'échelle humaine. C'est un projet pour la vie quotidienne, c'est un projet de la République qui tient ses promesses, présente partout et pour tous. C'est le projet, je dirais, d'une République qui marche, et non pas de la République en marche. Il m'en voudra si je ne dis pas que là, je cite Niels Plenel. La République jusqu'au bout, c'est notre projet. La République jusqu'au bout, telle que l'entendait Jean Jaurès, universelle, laïque et sociale. La République comme un cadre de vie en commun, fondé sur la recherche de l'égalité comme base des relations sociales et comme mode de production d'un destin partagé. C'est donc un projet qui répond aux préoccupations quotidiennes des Français. Le travail, le pouvoir d'achat, la santé, l'école, le logement, les transports, le climat, la sécurité, l'accès aux services publics. Et je voudrais le dire, c'est un projet qui est fidèle à ce que nous sommes, qui est fidèle à notre histoire, à nos valeurs, qui est un projet d'affirmation de soi, d'affirmation de ce que nous sommes. C'est un projet socialiste. C'est un projet qui a fait le choix de la centralité de la question sociale. Et la crise que je viens d'évoquer est aussi un ultimatum social. C'est un projet qui a fait de la question du travail, et je reviendrai, un des éléments centraux de ces propositions. Peut-être centraux même, un des éléments centraux de ces propositions.
C'est un projet qui a mis le thème de la justice, de l'émancipation, de la lutte contre les inégalités en son cœur, qui a fait de la transformation sociale et écologique sa ligne directrice, qui a fait du retour de l'État, de la centralité de la puissance publique, de l'État régulateur qui protège sa colonne vertébrale. C'est un projet qui prend à bas le corps la question environnementale et en fait un levier de transformation sociale et d'amélioration de la condition humaine, parce que c'est cela qui nous guide. L'écologie qui n'est pas pour nous nécessairement une aventure catastrophique, même si c'est un impératif bien compris et une urgence vitale. Nous ne sommes ni déclinistes, ni collapsologues, ni décroissants, mais nous concevons aussi l'écologie comme une odyssée heureuse, l'occasion de changer de modèle, parce que nous ne sommes pas simplement appelés à un retour à la normale, une écologie que nous concevons aussi comme une écologie des inégalités, une écologie des vulnérables, une écologie qui permet de mieux manger, de mieux vivre, de mieux se déplacer. J'ai envie d'avoir cette audace de dire, d'une certaine manière, pour les plus modestes, une écologie qui desserre la ceinture. C'est un projet qui prépare l'avenir dans toutes ses dimensions, qui apprivoise les incertitudes qui sont liées avec les grandes mutations à l'œuvre, qui s'attache à nous donner les moyens, les outils et le chemin pour reprendre un contrôle que nous avons perdu, notamment en laissant notre économie au vent ouvert de la globalisation libérale. C'est un projet qui s'attaque à la question des transitions professionnelles, de la formation initiale et continue, qui s'attaque à la question de la transformation de notre modèle productif, qui veut construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui, qui veut construire l'agriculture de demain avec les paysans d'aujourd'hui, qui veut travailler à la décarbonation de nos modes de vie, à la tranquillité publique du quotidien, à la prise en compte de toutes nos préoccupations. Je vois que je suis rappelé à l'ordre, mais je vais faire vite. Je vais essayer. Ah, merci. Sur l'aimable insistance de mes amis, je vais prolonger un tout petit peu. Simplement pour vous dire que ce projet qui dessine un nouvel horizon de société dont j'ai parlé, il part du réel et il va à l'idéal. Il réconcilie le rêve et l'action, ce qui est le propre de notre engagement aux uns et aux autres. Et rapidement, Christophe, je t'en fais la promesse, 7 chapitres dont je voudrais donner simplement l'esprit. Vous aurez ensuite 86 ateliers pour en détailler les propositions. Le premier chapitre est consacré à l'emploi. Un emploi pour tous et un travail digne pour chacun. C'est un chapitre inaugural par lequel nous voulons régler un certain nombre de malentendus. Dire la centralité pour nous du travail dans nos sociétés et dans nos vies personnelles et la réfutation qui est la nôtre de la fin du travail. Ces 3 messages simples. Nous voulons que chacune et chacun puisse bien vivre au travail. Un travail de qualité, porteur de sens, qui n'abîme pas la santé. Bien vivre de son travail. Nous voulons non seulement que le travail paye, mais qu'il paye bien et que les salaires des premiers de cordée soient revalorisés parce que l'essentiel de la valeur ajoutée a été capté entre peu de mains. C'est la question des écarts de rémunération. Nous voulons aussi que chacun puisse avoir un travail. C'est saisir l'opportunité de la transition écologique, d'une société du soin, et c'est aussi la reconnaissance du travail hors emploi. Le second chapitre est consacré à la santé. On a vu à quel point c'était une préoccupation. Je crois que c'est la première fois que dans un projet, il y a en tant que tel un chapitre entier consacré à la santé. Nous plaidons pour une politique globale de santé au service d'une société du soin. Nous affirmons notre attachement à la santé, à l'état social de service public, à l'hôpital public. Et nous avons 3 grands axes. D'abord, la prévention tout au long de la vie pour faire reculer les maladies évitables, pour prévenir les comportements à risque. Nous avons ensuite le souci de l'égalité de l'accès aux soins, égalité sociale, égalité territoriale, avec la question des déserts médicaux, avec la question du reste à charge et du 100% sécurité sociale. Et nous avons enfin le souci de prendre en compte un certain nombre de publics spécifiques. Ça peut être la santé des femmes, qui est un sujet à part entière. Ça peut être la question de la dépendance. Ça peut être la question du vieillissement. Autant de chapitres que nous prenons en compte et qui nous paraissent importants. Le 4e chapitre concerne la République émancipatrice qui fait grandir tous ses enfants. 3e. Ah non, mais c'est parce que j'ai sauté le 3e. Le 3e chapitre n'était pas du tout sur ce thème-là. Il s'intitule « Plus de justice, moins de carbone ». Je m'en serais voulu de ne pas le dire.
Et pour dire que rien de ce qui concerne la question environnementale n'est étranger aux socialistes, puisque c'est une des conditions de réalisation de nos objectifs d'égalité et de justice. Mais que la réalité est là, les injustices environnementales se superposent aux injustices sociales et que la transition environnementale en elle-même, dans les modalités de sa mise en œuvre, peuvent créer des injustices supplémentaires et que pour nous, la question de la justice environnementale est absolument centrale parce que l'environnement est une question sociale. Alors quels sont les messages ? Nous croyons en la République sociale pour prendre en charge la transition écologique. Nous croyons en la nécessité de l'État, de la puissance publique et de ses outils de régulation. Nous croyons en la nécessité du débat démocratique pour affronter ces grandes échéances. Nous croyons à la nécessité de transformer notre modèle productif, de décarboner notre économie, de revoir nos indicateurs de croissance et de saisir à bras-le-corps cette dimension de notre projet. Le 4e chapitre, vous l'aurez compris, est destiné à faire grandir tous nos enfants dans la République. Une République qui doit émanciper. Nous savons, et nous en sommes les témoins accablés, la pesanteur des inégalités sociales, la force des déterminismes sociaux est à l'œuvre chaque jour. Et comme socialistes, nous ne voulons laisser ni au hasard de la naissance, ni à la bonne ou à la mauvaise fortune, le soin de choisir nos destins. On laisse aux libéraux l'idée qu'il y aurait des destins de perdants. Nous voulons faire avancer tout le monde. Et de ce point de vue-là, nous voulons rénover le rapport de la nation à sa jeunesse, qui est souvent tenu en suspicion, pour lequel les devoirs passent avant les droits. Eh bien pour nous, c'est la majorité sociale à 18 ans. Ce sont des droits nouveaux et effectifs. C'est évidemment l'école, parce qu'il faut le dire, nous sommes le parti de l'école. Nous sommes le parti du socialisme de l'éducation, comme disait Péguy lorsqu'il était encore socialiste. Et ce n'est pas M. Blanquer qui pourra prétendre être le représentant, d'être le titulaire ou le patron du parti de l'école. Parce que Yannick Trigance le sait mieux que moi, c'est un ministre plus habile à défaire qu'à faire. Même s'il est vrai que pour cette rentrée, il a un bilan. J'ai vu qu'il avait une barbe. Nous voulons évidemment, par ailleurs, reprendre l'exigence d'une recherche de niveau international, 1% du PIB de dépenses publiques à horizon de 2027, 3% si on ajoute la recherche privée. Nous voulons que là aussi les déterminismes sociaux ne soient pas à l'œuvre. Nous voulons la mixité sociale et scolaire, autant de débats que vous pourrez avoir. Le 5e chapitre porte sur la démocratie, démocratiser la démocratie. Nous avons là aussi, avec Emmanuel Macron, vu à quel point la Ve République était à bout de souffle, incapable de faire des compromis, de réaliser ces grands équilibres républicains dont on a été capable dans l'histoire. Et dans le contexte de tentations autoritaires qui prospèrent, de guerre des modèles politiques au plan international, nous voyons que la démocratie pour sauver la démocratie. Plus de démocratie par plus de participation, plus d'exercice de citoyenneté active, plus de démocratie par un meilleur équilibre de nos institutions, moins de présidents, plus de premiers ministres et plus de parlements. Plus de démocratie à travers la reconnaissance des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs, des syndicats méprisés depuis 4 ans par le président Emmanuel Macron. Et enfin, un acte supplémentaire de la décentralisation parce que nous faisons confiance aux collectivités territoriales, aux départements, aux villes, aux agglomérations et aux régions pour conduire le destin et servir l'intérêt général dans la proximité des Françaises et des Français. Le 6e chapitre, et si vous suivez bien, j'arrive vers la fin, est celui qui est consacré à la République de la sécurité, sujet sur lequel je ne crois pas que nous ayons, après le quinquennat que nous avons connu, beaucoup de leçons à recevoir. Voilà longtemps que nous savons que parmi la hiérarchie des priorités des Français, il y a la question de la sécurité et de la tranquillité publique. Et nous savons aussi que c'est souvent les plus modestes qui ont le plus à souffrir de cette insécurité. Voilà pourquoi nous traitons de cette question-là, sans exagération, sans effet de manche, sans enflure du ton, en disant que nous préférons toujours la République de la sécurité à la République sécuritaire. Dernier sujet, parce que je vois que Christophe m'en veut à mort. C'est la réaffirmation de notre engagement européen et de notre attachement au multilatéralisme, mis à rude épreuve. Nous sommes européens de cœur et de raison. Mais nous savons aussi que la gauche est l'avenir de l'Europe et qu'il faut s'y impliquer. Nous ne sommes pas des eurobéats, nous sommes des euro-exigeants. Et nous voulons qu'à la faveur de cette crise, un certain nombre de bourgeons qui peuvent donner le sentiment que l'Europe peut être autre chose qu'un espace de concurrence, mais un véritable espace de solidarité, puissent prospérer.
le pacte de stabilité est suspendu, qu'il le demeure. Nous avons besoin de nous attaquer à la préparation de l'avenir, dans la justice, la sécurité, une Europe qui protège et qui ne soit pas l'idiote du village global. J'en reste là.